Dernier réveil à Osaka, nous quittons l'hôtel à 7h45 pour prendre notre Shinkansen de 8h17 pour revenir finir notre séjour sur Tokyo, bien qu'une petite escapade sera prévue le 31, vous verrez. Les 4 jours qui viennent seront consacrés à des balades et du shopping, et nous en avons fait une seule vidéo bien remplie qui j'espère vous satisfera. Arrivé à la gare de Shinagawa, nous prenons un train direction Asakusa pour l'heure du déjeuner. Nous voulions au préalable faire un tour dans la rue Kappabashi, qui est célèbre pour ses ustensiles de cuisine et ses shokuin samporu, mais pratiquement toutes les boutiques étaient fermées. Nous avons déjeuné sur le pouce devant une petite échoppe et sommes revenus vers l'attraction principale d'Asakusa, qui est le temple Sensoji. On y accède en général par le sud, où une très grande allée qui part de la porte extérieure Kaminamimon, mais aussi des rues transversales, sont constituées de nombreux magasins qui font penser à nos puces françaises, car se succédant les uns à la suite des autres. Et la première chose que l'on voit en arrivant via l'ouest est la porte intérieure du sanctuaire appelé Ozoomon, avec à sa gauche la pagode à 5 étages, vous avez maintenant l'habitude d'en avoir vu dans les vidéos de notre voyage. Cette porte, qui signifie porte de la maison du trésor, est à 2 étages et elle fait 23 mètres de haut. Elle a été entièrement reconstruite au XXe siècle, en matériaux inifugés, car elle abrite au premier étage les sutras vénérés du temple. Elle possède 3 lanternes, la plus grosse au centre, rouge, pèse 400 kg, et les pèlerins ont l'habitude de la toucher en passant la porte, et les 2 autres, en cuivre, pèsent en chacune 1 tonne quand même, ce qui est assez important. Une fois passée cette porte, et laissant sur notre gauche la pagode, se trouve le temple Sensoji, qui n'a rien de spectaculaire au niveau architectural, mais qui est le plus vieux temple de Tokyo, datant de 645 et dédié à la déesse Kannon. La légende veut que ce sont 2 frères pêcheurs qui ont trouvé cette statue dans la rivière Sumida en 628, et un prêtre bouddhiste construisit le temple pour y cacher la statue quelques années plus tard. Un petit sanctuaire Shinto a été construit juste à côté, en 1649, par le fameux shogun Iemitsu Tokugawa, dont nous avons parlé en visitant Nikko, en l'honneur de ces 3 personnes, et le festival Sanja Matsuri fut créé pour les honorer à la même date. Ce dernier est l'un des plus connus du Japon et a lieu le 3e week-end du mois de mai. Il attire entre 1 et 2 millions de personnes. Il faut noter que la croix que l'on voit n'est bien entendu pas une croix nazie, surtout que celle-là ne tourne pas dans le même sens, mais bien une Vatsika bouddhiste, ce symbole étant d'ailleurs utilisé dans différentes civilisations, des Aztèques aux Finlandais, voire à la croix basque. Nous terminons la visite en flânant un peu dans les allées, après avoir jeté un dernier coup d'œil à cet Ozoomon, puis nous reprenons le train et le métro pour nous rendre à notre hôtel, dans le quartier de Kotoro, au sud du quartier de Sumida. Nous avons une très belle vue, notamment sur la Skytree, et nous y sommes car ce soir, au niveau du quartier Sumida, va se tenir le plus grand feu d'artifice de Tokyo et qui existe depuis 1733. Sachant que cette portion de la rivière Sumida sera fermée à la circulation, qu'il attire près d'1 million de personnes, nous avons pris un hôtel de ce côté de Tokyo, qui en est quand même un peu éloigné compte tenu du peu de logements disponibles en cette période. Nous avions initialement regardé pour assister à ce feu d'artifice sur un yakatabune, les bateaux traditionnels où l'on peut dîner sur la rivière, un peu comme nos bateaux-mouches modernes, mais le prix était de plusieurs centaines d'euros et nous avons opté pour le côté piéton comme tous ces japonais. Mais il faut savoir que le sens de la marche est à sens unique et qu'il était interdit de rebrousser chemin ou de s'arrêter sur les routes, il fallait obligatoirement marcher. Tant et si bien que trouver une place sur un bout de pelouse, et surtout une bonne place pour apercevoir le feu d'artifice, relevait du parcours du combattant et de la chance pour des néophytes ne connaissant pas toutes les ficelles. Surtout que les feux sont tirés à 2 endroits, et sur ce coup nous nous sommes séparés et c'est moi qui ai finalement eu tort, car j'ai voulu me rapprocher au plus près et finalement je n'ai pas trouvé de place. Ainsi, pendant que mes 2 camarades avaient finalement eu le nez creux et ont pu voir ce joli feu d'artifice, j'ai décidé de rebrousser chemin hors du périmètre en rentrant à l'hôtel et en pariant que son orientation me permettrait de voir quelque chose de loin et qu'au pire la télévision japonaise ferait une retransmission. Au final, je n'avais pas tout à fait tort, car comme vous pouvez le voir sur les photos, j'ai eu droit à une partie des explosions colorées, les plus hautes,
mais que bien entendu c'était loin de ce à quoi ont pu assister mes camarades, comme vous avez pu le voir auparavant, et qui ont fait un dernier petit passage au pied de la scalerie illuminée avant de me rejoindre à l'hôtel. Le lendemain, le 28 juillet, nous sommes un dimanche, et nous avons débuté la journée à la fameuse rue piétonne touristique Takeshita-dori, dans le quartier d'Harajuku. Non loin de la fameuse Omotesando, la Champs-Élysées japonaise, la Takeshita est plutôt centrée fashion, nouvelle tendance venue d'ailleurs, établissement culinaire sur le pouce, et est finalement plus une attraction pour les touristes et un point de passage de flânerie pour les jeunes japonais. Et elle a d'ailleurs beaucoup souffert de la crise sanitaire, car d'après ce que j'ai vu dans de récentes vidéos, les touristes ne sont plus là et beaucoup de boutiques ont fermé. Un chat samouraï. Ah, c'est ici qu'ils font les rainbow barababa. Là, regarde. Ouais, ils sont là. Ah, elles sont un peu grosses quand même. Hein. Ouais, là, ça se mange en moins de deux, ça. Ah oui, on peut voir ce qu'il y a plein de trucs. Hein. Non, mais c'est en haut. Je crois, enfin en haut et ou en bas. Ça doit être dans les deux. Là, il y en a Frozen Popcorn. Ça a l'air d'être faire peureur. C'est bien parce qu'aujourd'hui il y a très peu de... Voilà, vous pourrez donc acheter des t-shirts et autres vêtements, manger des barbes à papa ou des crêpes japonaises, ou croiser d'énormes peluches qui ne rentreront sûrement pas dans vos valises. Puis nous revenons du côté de la gare d'Harajuku pour nous diriger vers le fameux Yoyogi Park et le parc du Meiji Jingu, après avoir traversé le pont où il y a quelques années se trouvaient de nombreux cosplayers, mais là plus aucun ce dimanche. Et l'objectif en fait était d'aller voir les japonais Yoyogi, qui est très prisé le week-end, et où l'on peut voir parfois des artistes de rue et les fameux danseurs rockabilly. Sauf qu'en fait, ce fut un gros fail de notre part. Nous avons donc passé le Torii qui menait vers le Meiji Jingu, au travers de cette petite forêt, pensant que le Yoyogi était en fait de l'autre côté du parc, et non, pas du tout. Le Yoyogi, il est en fait à quelques mètres à gauche après avoir passé le pont. Il ne fallait donc pas prendre à droite vers le Torii, mais bien aller vers la gauche, et là il aurait été devant nous. Donc en fait, nous n'avons pas vu la vraie vie des Tokyoïtes en ce dimanche ensoleillé, nous n'avons pas vu les rockabilly, nous n'avons pas vu d'artistes de rue, on n'a pas vu cette animation si tokyoïte. Et nous sommes enfoncés entre les 170 000 arbres de cette partie, avec ces allées toujours bien entretenues où l'on a l'impression que cet employé japonais pourrait écoper une chaloupe percée. Et nous arrivons devant ce petit mur de tonneaux de saké, dont les donateurs bien entendu se font de la publicité. Et en face, ce mur de tonneaux de vin de Bourgogne, qui surprend un peu. Ils sont en fait là car l'empereur Meiji, qui a régné jusqu'en 1912, avait pris goût à certaines nourritures occidentales, dont le vin. Et oui, l'empereur Meiji, qui a bien entendu donné ce nom posthume à cette très connue période Meiji d'ouverture du Japon, et en l'honneur duquel a été créé ce parc et le sanctuaire Shinto Meiji Jingu vers lequel nous arrivons.
真心をお寄せをいただければと思いますので、明治27年祭記念事業特別1000円募金、お一口1000円、お一口1000円でのご協力を。Ce sanctuaire est le plus grand lieu de culte shintoïste du pays, bien que donc sa construction soit très récente, car achevée en 1920, et sans doute son attractivité était-elle due au fait qu'il soit à Tokyo, mais qu'il soit aussi peut-être également entouré de ce qui fait office de poumon vert de la ville, et en y allant, vous y croiserez sûrement des mariages traditionnels, car plusieurs s'y déroulent chaque week-end. Le jardin est très grand, avec ses 275 espèces d'arbres, un champ d'iris un peu plus loin, ou des petits plans d'eau où s'amusent de nombreuses tortues. Et après avoir regardé cette petite intermède bucolique, nous sommes repartis en sortant par le nord pour aller prendre le train à la station Shinjuku. De là, nous avons passé l'après-midi dans le quartier incontournable des otaku et autres férus de manga ou jeux vidéo, bien entendu vous l'aurez deviné, Akihabara. A l'origine, c'est un quartier dédié à l'électronique, mais de nos jours, ce sont principalement les jeux vidéo, dont vous aurez dès la sortie de la gare de Grand Gaming Center, ou le monde du manga qui ont pris une grande place. Et regardez, le dimanche, la particularité est que ce quartier est totalement fermé à la circulation et donne une impression d'espace fort appréciable quand on sait que dans les magasins, c'est justement l'espace qui manque parfois. Alors oui, les puristes vous diront que vous n'y ferez pas les meilleures affaires dans pas mal de cas, mais une telle concentration en un seul quartier de tout ce qui a trait au monde du manga et de ses produits dérivés est à voir absolument, que vous soyez un jeune adulte, passionné par One Piece, qui vient de dépasser le 1000e épisode en dessin animé, ou un adulte plus âgé ayant été bercé par Dragon Ball, son dragon et ses 7 boules de cristal, ou par les Chevaliers du Zodiaque où Pégase pouvait combattre les Chevaliers d'Or, ou même par la franchise interplanétaire Star Wars, dont les meilleures compagnies fabriquant des figurines se trouvent au Japon. N'oublions pas le marché astronomique des cartes à jouer, qu'elles soient Pokémon, League of Legends ou toute autre franchise, dont de nombreuses boutiques vous permettront de faire de l'achat-vente, des magasins spécialisés bien entendu par les mangas papier, à l'origine des dessins animés, dont celui arrivé en 1978 en France, le fameux Goldorak ayant bercé la jeunesse de tous les quarantenaires et que l'on peut trouver sous le nom de Grandizer ici, en par exemple version maquette qui sont encore très prisées au Japon. Et nous finirons notre journée par manger dans les espaces commerciaux au pied de notre hôtel. Le lendemain, le 29 juillet, nous changeons d'hôtel pour aller dans le quartier plus récent et très animé d'Ikebukuro, dans le nord-ouest de Tokyo où nous allons passer la journée. Après avoir déposé les bagages à l'hôtel, car le check-in n'était pas encore possible, nous sommes un petit peu perdus, je dois l'avouer, à cause d'un signal GPS récalcitrant, en voulant aller vers le grand centre commercial Sunshine City. Nous sommes repassés par les souterrains de la gare avec ses immenses allées et ses toujours framponismes très rigolos, dont on n'est parfois pas capable de comprendre comment ils ont pu atterrir ici et ce que peuvent signifier, mais l'honneur est sauf dans l'enseigne Vie de France qui nous propose ce laïus dans un bon français. Croisant ces chouettes, qui était, si je me souviens bien, le hall d'entrée d'un hôtel situé dans le centre commercial, nous traversons ce dernier pour prendre l'ascenseur et monter dans les étages et arriver dans un endroit que l'on ne s'attend pas à voir en hauteur. Oui, un aquarium qui occupe les 3 derniers étages du complexe, possède 70 bassins et plus de 550 espèces différentes. Vous y trouverez notamment des hippocampes dragons de mer, qui sont magnifiques, d'énormes pieuvres se collant aux parois, de très grands bassins où se côtoient des raies et autres requins roussettes, des couloirs et tubes remplis de méduses dans la pénombre donnant une impression fantomatique, ou des échinodermes comme cette étoile de mer, des bassins où la palette du peintre nous offre ses poissons des eaux chaudes colorées, ou ce petit Nemo poisson clown et son anémone. Mais aussi toute une autre partie avec des amphibiens comme ces étonnants axolotls ou cette dendrobate jaune et noire. Mais la grande particularité est sa partie extérieure et donc sur le toit du Sunshine City où vous pourrez voir pingouins, pélicans et autres otaries qui feront un spectacle rafraîchissant en cette très chaude journée d'été et dont vous nous laissons voir quelques images animées.
んだろうね。やべ、あと30分。Suite à ça, nous sommes repassés par les nombreux magasins du centre commercial, notamment pour y trouver la boutique Pokémon et ses très nombreux goodies, ou aussi un store de Disney, bien achalandé, où vous trouverez bien entendu là aussi de nombreux goodies. Puis nous repassons par la gare et ce long couloir, en ressortant dans le quartier de notre hôtel non loin, le Metropolitan d'Ikebukuro, dont je vous laisse apprécier la vue en cette fin d'après-midi. Le temps de défaire un peu nos valises dans ce qui sera notre dernier hôtel du voyage, et nous reprenons le train pour passer la soirée dans un autre quartier emblématique de Tokyo, Shibuya, qui nous accueille avec ses néons et lumières gigantesques, et surtout sa trépidante nuit où tout le monde s'y retrouve. Oui, nous ne sommes visiblement pas vraiment les seuls, et c'est bien ici que se trouve le plus grand carrefour du monde, que tout le monde a déjà dû voir en photo et vidéo, et que je vous invite à traverser avec nous. Allez, au hasard. Allez hop, je suis en hasard. Allez, vas-y, fonce, à gauche, droite. Hop là, allez hop. Allez, faut pas s'arrêter en plein milieu les enfants. Allez hop, voilà. Oh, on va se faire écraser, hop là. En plein milieu. Ah, et hop, les voitures arrivent, hop là. Tiens, on l'a eu. Nous avons ensuite dîné dans le coin et avons visité quelques centres commerciaux, puis sommes revenus vers le carrefour, puis vers la sortie de la gare pour aller vers le point de rassemblement le plus connu de Shibuya, qui est la statue d'Hachiko. Et pour ceux qui vraiment ne connaîtraient pas l'origine d'Hachiko, il s'agit d'un chien de race Akita qui, entre les deux grandes guerres,
passa 10 ans à venir tous les jours attendre son maître au sortir de la gare de Shibuya, alors que ce dernier était décédé. Et c'est ici que nous finirons notre soirée avant de retourner à notre hôtel. Pour ce dernier jour, nous avons opté pour du plutôt reposant, ne se levant pas très tôt, et nous nous sommes séparés de nos visites avant une longue journée hors de Tokyo demain. Pour ma part, je suis d'abord allé me promener dans le Shinjuku Gyoen, un jardin de la fin du 19e siècle, de plus de 50 hectares, qui possède une partie japonaise, une partie française et une partie anglaise, très prisé, bien que payant, ce qui permet d'avoir finalement moins de touristes et de faire une belle balade bien tranquille, loin du tumulte tokyoïte. Puis je me suis dirigé vers Nakano Broadway, un centre commercial dédié au monde otaku, comme l'est l'immense quartier d'Akihabara, avec des enseignes communes, comme le Mandarake, qui ne vend pas que des mangas, mais aussi tout ce qui s'y rapporte en produits dérivés, avec plusieurs magasins différents dans la galerie. Mais c'est en fait tout le centre sur plusieurs étages, fait de longues allées étroites, qui est une ode à cette culture du manga et de l'anime, avec la particularité de proposer des goodies bien plus anciens en majorité que par rapport à Akihabara, que ce soit pour des franchises comme Star Wars, ou comme ici avec Goldorak ou son ancêtre Mazinger, mais il faut vraiment fouiner tant de minuscules boutiques fourmillent de produits entassés sur des vitrines, avec souvent des raretés et des petites pépites. Bien entendu, vous aurez les traditionnels magasins de cartes à jouer et à collectionner, et dans les étages inférieurs se trouvent de nombreuses boutiques pour se restaurer, restaurants ou petits supermarchés, et vous pourrez goûter par exemple à cette tour de pisse glacée où vous pourrez panacher de nombreux parfums. De leur côté, mes camarades ont aussi souhaité aller vers un poumon vert et se sont rendus vers le jardin impérial, celui de la famille impériale du Japon, dont une partie seulement est visitable, le reste étant la vraie résidence impériale et donc inaccessible, et qui est au centre de Tokyo, complètement ceint de douves, avec autour quelques ponts permettant d'accéder aux portes d'entrée. Et il est toujours cocasse et émouvant finalement de voir ce grand jardin ancien entouré de tous ces gratte-ciel, à l'image de tous ces temples et sanctuaires que nous avons croisés autour d'immeubles, et qui confirment l'adage dont on affuble souvent le Japon, le lien entre tradition et modernité. Seulement 2 parties du jardin impérial se visitent, il existe également des visites guidées, et 2 jours dans l'année, les jardins privés s'ouvrent un peu plus et les visiteurs pourront assister au salut de la famille impériale, le 2 janvier, lors des vœux du Nouvel An, et le 23 février, date anniversaire du nouvel empereur Naruhito, et je vous laisse en compagnie de ces quelques images du lieu. Au sortir du jardin, du côté est, vous tomberez sur la gare de Tokyo. Oui, elle s'appelle comme cela et est dans le quartier de Marunouchi. Et elle est caractéristique avec son aspect extérieur de briques rouges, qui, bien que reconstruite, est fidèle à sa construction initiale de 1914. Et c'est sur cette pendule annonçant les JO de Tokyo, dans un an, dont personne ne pouvait imaginer qu'il serait décalé, que s'achève cette journée très tranquille à Tokyo.